une fille qui reçoit des messages étranges, un enfant dans le magasin de sa mère, et une amie avec un père vraiment bizarre, c'est le résumé de ces 3 threads d'aujourd'hui. Mais ces 3 threads ont une petite subtilité. Pour certains, vous connaissez déjà le concept. Pour d'autres, la seule chose que je peux vous dire pour le moment, c'est d'être très attentif lors du visionnage et de l'écoute de cette vidéo. Ça pourrait vous servir à la fin, puisque je vous expliquerai exactement pourquoi il fallait être attentif à la fin de cette vidéo. Et sur ce, on ne perd pas plus de temps, venez avec moi pour ces 3 threads d'horreur. Let's go! La première histoire, c'est l'histoire de Sarah. Sarah nous explique qu'elle aime bien sa vie seule. En fait, ça fait quelques mois qu'elle est célibataire. Elle habite dans son appartement et elle est tranquille chez elle et elle apprécie vraiment sa vie. Jusqu'au jour où elle va commencer à recevoir des appels et des SMS effrayants la nuit. À ce moment-là, sa vie va tourner un peu à l'enfer. Au début, Sarah pense que c'est juste une blague stupide, mais les appels continuaient de plus en plus fréquemment. Et petit à petit, elle a commencé à ressentir une sorte de présence malveillante dans son appartement et elle était terrifiée de rester seule chez elle la nuit. Chaque fois qu'elle entendait son téléphone sonner, son cœur battait à fond et elle sentait un frisson parcourir son corps. Sarah a commencé à remarquer des choses étranges dans son appartement lorsqu'elle recevait des appels. Enfin, en tout cas, elle avait l'impression que c'était au même moment qu'elle recevait des appels. Elle avait l'impression que des lumières s'allumaient toutes seules, que des objets se déplaçaient après ces appels, et elle avait l'impression d'entendre des bruits étranges la nuit. Elle avait une peur de plus en plus importante en étant chez elle, et elle ne se sentait plus du tout en sécurité dans son propre espace. Un jour, Sarah a simplement décidé de changer de numéro de téléphone pour échapper aux appels, mais cela n'a rien fait. Les appels anonymes ont continué et elle a réalisé à ce moment-là que l'appelant, le harceleur, la suivait. Elle a commencé à recevoir des messages effrayants et même à avoir des sortes de visions étranges dans son appartement la nuit. Elle avait même des notes mystérieuses qui apparaissaient à certains endroits de son appartement sans qu'elle sache comment elle s'était retrouvée là. Sur ces notes, il était écrit parfois « Je sais que tu es là. Je te sens toujours proche de moi. Je te suis partout où tu vas. Je ne te quitterai jamais. Je te regarde dormir chaque nuit. Je suis tellement heureux de te protéger. Je connais tous tes secrets. Je sais tout sur toi. Je t'aime plus que tout. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. » Elle explique qu'elle angoissait tellement qu'elle avait l'impression de devenir folle. Et elle explique qu'elle ne faisait plus la différence entre ce qui se passait réellement et ce qui était dans sa tête. C'est pour ça qu'elle ne sait pas si les lumières s'éteignaient ou se rallumaient vraiment. Elle était tellement angoissée, elle prenait tellement des crises d'angoisse qu'elle ne savait plus faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Dans les messages qu'elle recevait sur son téléphone, il était parfois écrit « Je sais où tu vas, je sais ce que tu fais, je suis toujours là, je te surveille. Tu ne peux pas t'échapper de moi. » Ou encore, je sais tout ce que tu fais derrière ton écran. Je sais quand tu es chez toi et quand tu es sorti. Je te connais mieux que quiconque. Tu es à moi. Sarah a finalement été déterminée à découvrir qui était derrière tous ces messages et ces textos effrayants. Pour le découvrir, elle a commencé à enquêter sur ces appels. Elle s'est rendue compte que tous les appels et évidemment tous les SMS venaient d'un numéro masqué et elle a finalement téléchargé une application espion sur son téléphone pour enregistrer ses appels et ses SMS. Et une fois, alors qu'elle écoutait les enregistrements qui ont été effectués par cette application, elle a retrouvé une voix familière. Elle avait l'impression que ça venait de son ex-petite amie qui, elle le savait, était devenue obsessionnelle avec elle, mais elle ne pensait pas qu'il irait jusque-là. Sarah était terrifiée. Elle a immédiatement prévenu la police et elle a collaboré avec eux en leur donnant tout ce qu'elle avait pour découvrir qui était réellement derrière tout ça et ils ont finalement ouvert une enquête pour harcèlement. Durant l'enquête, ils ont découvert que cette personne avait installé des caméras à l'intérieur de la maison de Sarah et qu'il avait même piraté donc son téléphone pour continuer à lui envoyer des messages et des appels effrayants. L'enquête a finalement abouti à l'arrestation, comme elle le pensait, de son ex-petite amie qui a tout expliqué. En fait, il s'introduisait même chez Sarah avec un double des clés qu'il avait fait avant sa séparation avec elle pour y déposer des notes et y déplacer des objets. Sarah n'était donc pas folle, de ce côté elle est rassurée et elle peut vivre un peu plus paisiblement. Mais elle a été très marquée par toute cette expérience. Elle est encore aujourd'hui constamment sur ses gardes et elle a toujours du mal à se sentir en sécurité dans son propre espace. Elle a finalement appris à faire confiance à son intuition et elle a pris des mesures très importantes pour la sécurité de sa vie privée. Finalement, Sarah a quand même décidé de fuir l'appartement dans lequel elle était et de changer de vie pour que, au cas où, si son ex venait à sortir ou venait à récidiver, elle puisse lui échapper définitivement.
Ce genre d'histoire est terrible. J'espère que Sarah, tu vas mieux aujourd'hui. Si tu passes par là, toute la Maku Family te souhaite grande force. Et on espère que tu te remets bien, que dans ta nouvelle vie, tu vas bien. Et pour toutes les personnes à qui ça peut arriver de vivre ce genre de choses, n'hésitez pas à contacter des personnes qui peuvent vous aider, les autorités. C'est vraiment reconnu comme une infraction. Donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, à vos proches. Ne restez pas enfermés sur vous-même, car vous pourriez encore plus mal le vivre. Grosse force à vous, je n'ai pas envie de rigoler là-dessus parce que c'est une histoire vraiment touchante. Et on passe maintenant à la seconde histoire. La deuxième histoire, c'est celle de Carlos. Carlos nous explique que lorsqu'il était petit, il avait l'habitude de partir avec sa mère à son travail car sa mère n'avait pas les moyens de se payer un babysitter. Elle travaillait dans une sorte de grande surface et il allait là-bas et l'attendait souvent dans un bureau fermé. Il explique que ce magasin se trouvait dans un quartier assez mal fréquenté et que du coup, il a grandi un peu avec des personnes sans abri et des brigands parfois, etc. mais assez gentils. Et il dit que finalement, c'est peut-être une bonne chose parce qu'il s'est rendu compte que les sans-abri, c'était juste des personnes normaux avec une mauvaise passe dans leur vie. Ça, on le sait tous, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à les repousser et à ne pas s'imaginer que ça pourrait être eux à leur place en fait. Il explique que le fait d'avoir grandi là aussi, ça lui a donné une sorte de sixième sens parce que parfois, dans le magasin où il était, il y a eu des cambriolages alors que Carlos était dedans. Il explique qu'il a jamais été en danger parce que comme je le disais au début, il était enfermé dans un bureau au fond du magasin où personne ne pouvait entrer. Bref, on arrive un jour où sa mère a dû aller dans ce magasin pour récupérer des coupons de chèque et comme elle était avec son fils, donc Carlos l'a accompagné jusqu'au magasin. Quand il arrive devant, il y a ce SDF qui est souvent là, qui s'appelle Randy, qui est très gentil avec tout le monde et du coup tout le personnel du magasin le connaît et le laisse traîner devant le magasin pour se mettre à l'abri quand il pleut et pour pouvoir traîner par là, etc. Bref, il ne gêne personne. Carlos et sa mère donc rentrent dans le magasin et sa mère lui dit d'attendre vers les caisses le temps qu'elle aille chercher ce dont elle a besoin. Carlos s'amuse donc avec une des caisses qui est fermée, qui est pratiquement vers l'entrée du magasin, en attendant sa mère et il explique que c'est un jour où il y a pratiquement personne dans le magasin. Le magasin est mort, il n'y a même qu'une caisse d'ouverte, tellement il n'y a personne. Alors qu'il est en train de jouer avec les boutons sur la caisse, il sent quelque chose qui lui tire sa chemise. Il se retourne en pensant que c'est sa mère, mais finalement, il tombe sur un homme qu'il ne connaît pas, qui lui demande « Hé petit, t'aurais pas envie d'acheter un chiot? J'en ai dans ma camionnette si tu veux venir les voir. » Directement, les signaux d'alarme s'allument pour Carlos. Sa mère lui en a beaucoup parlé. Quand ce genre de personne vient vers toi, il faut tout de suite s'en méfier. Et Carlos n'est pas bête, il se rend bien compte qu'il y a un problème. Carlos essaie de négocier de son petit âge et lui dit « Bah attendez, il faut que j'aille demander à ma mère si elle veut bien un chiot et tout, parce que moi ça m'intéresse et tout. » Et alors qu'il essaie de contourner le mec l'attrape et commence à le tirer. Carlos sent l'adrénaline monter, il s'accroche au bord de la caisse et essaie de tirer le plus fort possible. Carlos explique que ce mec n'avait pas beaucoup de force, mais entre un enfant et un homme, c'était comme se battre contre un ours. Pendant que Carlos est accroché et tient le plus possible, il essaie d'appeler sa mère, sauf que elle ne l'entend pas. Finalement, l'homme arrive à détacher les mains de Carlos de la caisse et commence à l'emmener. Au même moment, une femme le rejoint. Ils commencent à partir tous les deux et Carlos est prêt à se défendre, sauf qu'au même moment, Randy, le SDF qui était à l'extérieur, a entendu ce qui s'est passé et rentre et demande ce qui se passe. La femme qui a rejoint le mec qui essaie de tirer Carlos lui dit « Ah non, vous inquiétez pas, c'est juste mon fils, on va y aller, on fera pas plus d'histoire. » Et Randy, le SDF, dit « Mais comment il s'appelle votre fils ?» Et la dame dit « Ah, c'est notre fils Greg. » Et Carlos crie simplement « Je m'appelle Carlos !» C'est au même moment que la mère de Carlos l'entend, elle sort de derrière les caisses, récupère son fils des mains du mec et demande au mec « Je peux savoir pourquoi vous tirez notre fils ?» C'est finalement la femme qui répond et qui dit « Oh, excusez-nous, nous pensions que c'était le nôtre, il ressemble tellement à notre fils Greg. Ah, désolé, on va pas vous embêter, on va vite aller chercher notre fils. » Et ils sortent vite en contournant Randy, le SDF, par la sortie du magasin et s'enfuient directement dans leur camionnette. Vous vous doutez à quoi vient d'échapper Carlos? Il a eu très très chaud. La mère de Carlos n'a pas arrêté de remercier Randy puisqu'il les a quand même retardés et il connaissait Carlos donc il savait très bien que ce n'était pas Greg, le faux fils peut-être des personnes qui ont essayé d'enlever Carlos. Et Carlos a eu un très bon réflexe, tout ça a fait qu'il n'a pas été enlevé, mais il a eu très chaud. Évidemment, on a tous eu la même éducation, je pense, enfin pratiquement, dans la majorité des cas, où notre mère nous disait que si on nous proposait des bonbons, des chiots, ou peu importe, qu'on nous proposait de venir avec un inconnu, il valait mieux éviter. Et c'est justement là que cette éducation a porté ses fruits. Donc continuez à transmettre cette info à vos enfants si vous en avez, ou à vos petites sœurs, petits frères, ou même à vos neveux, nièces, peu importe, car ça peut sauver des vies et éviter des situations plutôt terribles. Et on ne perd pas plus de temps, on passe maintenant à la troisième et dernière histoire. La dernière histoire, c'est celle de Lucie. Elle nous explique qu'à l'école, il y avait une fille qui s'appelait Amy, qui était très bizarre, enfin que tout le monde trouvait bizarre, mais Lucie s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de se lier d'amitié avec elle. Elle a donc été la voir, et très rapidement, elles sont devenues les meilleures amies, au point que Lucie passait tous ses week-ends chez elle. Même à son âge, elle explique qu'elle s'est vite rendu compte que son père, Kevin,
avait des comportements très bizarres. Il avait l'air beaucoup trop intéressé par Lucy. Il essayait toujours de jouer au combat avec elle, un peu physique, etc. Comme s'il voulait justifier le fait de la toucher. Chaque fois qu'il était là, Lucy explique qu'elle se sentait bizarre. C'est un petit homme assez gros, avec des cheveux blancs et gris, avec toujours un sourire bizarre et des yeux immenses. Il y avait donc ces jeux de bagarre, mais ça a aussi commencé par des sortes de vols de nourriture dans l'assiette de Lucy quand elle mangeait là-bas, lorsqu'elle tournait le dos, puis ensuite il en rigolait et en profitait pour passer son bras autour de sa tête et sur ses épaules. Elle explique que Kevin, le père de Amy, était toujours là où elles étaient. Qu'elles soient en haut, en bas, dans le jardin, il était toujours là à les observer et il était toujours caché. Un jour où il y a eu un repas de famille dans la famille d'Amy, l'une des grand-mères d'Amy est arrivée et a dit bonjour au père de Amy, Kevin, en l'embrassant sur la bouche. Ce qui a mis très mal à l'aise Lucy, qui l'a pas du tout fait rigoler. Mais en plus, ce bisou s'est transformé en galoche. Absolument dégueulasse et immonde, on est d'accord. Le reste de la famille apparemment rigolait, mais pas Amy et pas Lucy. Lucy, à partir de là, explique qu'elle était totalement horrifiée. Et peut-être qu'elle n'aurait pas dû y retourner après avoir vu ça, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas avec Amy et elle ne voulait pas la laisser seule. Quelques jours plus tard, alors que Amy et Lucy sont en train de jouer dans la chambre, le père de Amy rentre et pète un coup de colère sans qu'il n'ait aucune raison. Il se met à crier, à prendre des sacs poubelles et à menacer Amy qu'il va mettre ses poupées dans la poubelle et les jeter et que donc elle ne les aura plus jamais. Ce qui a rendu Amy très triste, évidemment, puisque c'est une petite fille de 11 ans à qui on menace de jeter ses poupées. Kevin leur a demandé de le suivre en bas, ce qu'elles ont fait, et lorsqu'elles sont arrivées en bas, il a continué à crier sur Amy en disant que si elle lui reparlait comme ça se terminerait très mal pour elle. Et il a commencé à détacher sa ceinture. À ce moment-là, Lucy était terrifiée. Elle se demandait ce qui allait se passer, et Amy a poussé Lucy vers la porte d'entrée, comme si elle lui indiquait de sortir immédiatement, mais en même temps, Amy avait toujours un sourire, une sorte de faux sourire sur le visage, comme si elle voulait convaincre Lucy qu'il n'allait rien se passer de grave. Finalement, c'est Kevin qui l'a mis à la porte, et alors qu'elle était devant la porte, elle entendait son amie Amy hurler. Lucy explique qu'elle avait terriblement peur, mais qu'elle ne voulait pas du tout quitter son amie. Elle est juste restée là, plantée pendant quelques secondes, puis finalement, elle a trouvé le courage de re-rentrer à l'intérieur. Elle est alors montée par les escaliers discrètement et a trouvé Amy dans sa chambre en train de brosser une de ses poupées, avec un sourire sur le visage, sauf que ce sourire était totalement faux, puisqu'en plus, son visage était rempli de larmes. Lucy explique que sur son corps visible, il n'y avait aucune marque, et elle comprend qu'en réalité, Kevin la battait, mais la battait de manière intelligente pour que ça ne soit pas visible et qu'il ne soit jamais inquiété. Lucy a senti qu'elle devait encore plus protéger Amy à ce moment-là et elle n'en a jamais parlé à sa mère pour continuer à y aller. Une nuit, alors que Lucy dort là-bas et qu'elle se réveille assoiffée, elle descend en bas pour prendre un verre d'eau. Lorsqu'elle arrive en bas, elle trouve Kevin, le père d'Amy, allongé sur le sol avec simplement des collants en bas en train de la fixer. Elle dit que c'est la vision la plus terrifiante qu'elle ait jamais vue de sa vie, puisqu'en plus, il était juste illuminé par le peu de lumière qu'il y avait à l'extérieur, par la lumière de la lune, à travers les rideaux, et qu'il était là, couché sur le sol, en train de la fixer. Elle est donc remontée à fond balle vers la chambre, s'est mise sous la couette et a décidé qu'elle ne descendrait plus tant qu'il serait là. Elle explique, Lucy, encore une fois, qu'elle n'en a pas parlé à sa mère, parce que sinon, elle irait le tuer directement. Ce qui serait une réaction... pour certains, peu justifié. Je vais pas m'aventurer en disant que ce serait justifié pour moi, mais bon. Pardon. Bref, après tout ça, Lucy a décidé de parler sérieusement à Amy et Amy s'est ouverte à elle. Elle lui explique que lorsqu'elle avait 10 ans, elle s'est réveillée pendant la nuit, elle est allée dans la chambre de sa sœur et elle a trouvé son père en train d'abuser sexuellement de sa sœur de 15 ans. Oui, puisque Amy a une sœur qui n'est pas en fait sa sœur directe, c'est sa demi-sœur, donc Kevin n'est pas son père, mais ça ne rend pas ça plus acceptable pour autant. Loin de là. Amy a donc été spectatrice de toute cette scène. En plus de ça, sa demi-sœur l'appelait à l'aide. Amy lui a aussi expliqué que son père la battait régulièrement. Lucy lui a dit qu'elle avait remarqué ces choses-là, elle lui en a parlé, etc. Et elle lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Il fallait qu'elles réagissent toutes les deux pour que Kevin ne puisse plus faire de mal à Amy. Finalement, c'est plusieurs jours plus tard qu'un ami à Amy a vu que Kevin était en train de la battre, qui a appelé la police et il a finalement été arrêté. Ils ont interrogé Amy évidemment, mais Lucy aussi qui était très proche d'elle, puisque Lucy après en a parlé à sa mère, etc. Donc ils ont été un peu mêlés à toute cette enquête. Et finalement, aujourd'hui, Kevin est dans un hôpital psychiatrique. Lucy ne sait pas trop où, mais elle s'en fout. Elle espère seulement qu'il ne sortira jamais de là-bas et qu'il ne fera plus jamais de mal à Amy. Ah, et petite précision, la mère de Amy savait tout ce qui se passait, mais elle n'a jamais rien dit, elle n'a jamais pris la défense de ses enfants et elle a toujours laissé passer. Ce
Ce genre d'histoire est terrible aussi. Cette vidéo est pas très drôle, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de blagues comparé à d'habitude, puisqu'on parle beaucoup de sujets pas très marrants. Une histoire vraie qui peut arriver à n'importe qui, donc faites attention à vous, toujours. Soyez prudents, et si vous avez des soupçons dans votre entourage, ou s'il y a quelque chose comme ça vous arrive, même si vous êtes jeune, eh bien n'hésitez pas à appeler la police. Vraiment, c'est important que ces personnes soient punies, même si elles devraient être punies plus fortement, mais on va pas s'étaler là-dessus parce que ça va encore me coûter cher auprès de YouTube, donc voilà. Mais soyez prudents pour vous et prenez soin de vous. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur sur la chaîne de Makou, je vous laisse cliquer juste là en fiche et vous serez redirigé vers une autre vidéo. Ces 3 histoires étaient totalement horribles, mais parmi ces 3 histoires, il y avait un imposteur. Une des histoires a été inventée par moi-même. Et le concept de cette vidéo, c'est que ça soit vous qui deviniez laquelle de ces vidéos a été inventée. Pour cela, il vous suffit d'aller dans l'onglet communauté de la chaîne et de cliquer sur l'histoire qui, selon vous, est la fausse. Je donnerai la réponse dans la prochaine vidéo, soit en commentaire épinglé, soit directement dans la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez l'horreur de manière générale, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Évidemment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, moi ça m'aide énormément et pour vous c'est gratuit, et à lâcher un petit commentaire sur ces histoires, sur ce que vous en pensez, et évidemment si ça vous a plu, que je vous raconte ces histoires là. Et sur ce la famille, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou.